tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous. Le 11 décembre dernier, la constitution béninoise, née de la conférence des forces vives de la nation, devrait avoir 30 ans. Un âge d'or qu'elle n'atteindra jamais. Vous le savez, le 1er novembre 2019, presque sur ses cendres, naîtra une nouvelle constitution. Un nouveau-né qui, visiblement, n'aura pas vu le cercle de famille applaudi à grands cris, mais plutôt très divisé, ce cercle de famille. Une modification de la constitution du 11 décembre 90, le peuple béninois floué. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et sur ce plateau, en notre compagnie, M. Georges Anagonou, socio-anthropologue. Il est apparenté BR, le bloc républicain. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour M. Joël et bonjour aux auditeurs de Sika TV, quel que soit là où ils se trouvent. Merci, ils vont répondre à leur façon. Merci pour la disponibilité en face de vous. Londri Angelo Adelakou, juriste, il est activiste des droits humains, le chargé désormais de formation au centre de formation en mécanisme de protection des droits humains, qui jure que le salut de l'Afrique passe par la maîtrise par tous les citoyens du monde de ce que c'est que les droits humains. Londri Angelo Adelakou, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de Sika TV, bonjour monsieur Anagonou. Bonjour Adelakou. Merci à vous, chers invités, pour cet instant contribution à l'enrichissement du débat qui accourt autour de la Constitution de 2019, oui, qui fait toujours penser à celle de 90. Il y a, vous le savez, mesdames, messieurs, pratiquement 30 ans, qu'on pourrait dire que cette Constitution existe. Mais malheureusement, elle ne verra pas naître ces 30 ans de bougie. Et le débat continue de diviser les Béninois. Il y en a qui pleurent carrément quand ils se rappellent cette Constitution de 90. Comment expliquez-vous, je me retourne d'abord vers vous, M. Anagonou, tout le tohu toujours autour d'un débat que certains qualifient déjà de vieux. Une nouvelle Constitution déjà là, mais on continue de rappeler pourtant celle de 90. Merci beaucoup. La Constitution de 2019 n'est que la Constitution de 90 un peu toilettée. Donc, il n'y a pas une coupure radicale entre les deux. Et c'est aussi comme ça la vie d'une Constitution. Elle est collée à la vie sociale. Elle organise notre vie dans la société. Elle essaie d'organiser les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Et elle est même en même temps là pour réglementer les relations entre les pouvoirs. Et moi, sociologue, j'ai dit, quand je vois tous ces rôles-là, j'ai dit la Constitution organise la vie sociale. C'est le ciment. Alors, notre Constitution a eu des déclarations fortes, des intentions fortes en 90. Pourquoi ? Parce que nous étions en train de sortir d'une situation où le peuple a estimé que les libertés ont été bâillonnées pendant longtemps, que la dictature a pris place dans cette société-là et qu'il fallait s'en sortir, mais à jamais. Donc les pères fondateurs, convoqués le 2 décembre 90, se sont entendus pour rédiger. Et moi, je respecte ces éminences, ces personnalités et de grande valeur de notre pays. C'est une chance pour le Bénin d'avoir les Aronzo Glélé, d'avoir les Kolo, d'avoir tout ce groupe-là qui s'est assis pour écrire notre Constitution. Nous devons toujours garder l'impression qu'ils ont fait un travail colossal. Ils ont fait un travail difficile en peu de temps. Et c'est ça on ira dans le temps pour montrer que c'est ce travail fait, si bien fait, qui a fait que la Constitution a résisté. La Constitution a duré 30 ans. Et c'est peut-être dans sa 30e année qu'on a réussi à toiletter cette Constitution-là. Donc vous comprenez que cette Constitution-là, elle est fondamentale dans la vie des Béninois. Ce n'est pas le fait d'avoir Constitution, non. Les Béninois ont souffert pendant une période et ils rentrent avec sa lutte. Le peuple a réussi à arracher la démocratie. Et donc, on a enfoncé dans la Constitution des éléments qui permettent de ne plus jamais reculer, de ne plus jamais
retourner à la dictature. Et c'est ça que nous devons comprendre lorsque le peuple béninois affirmait ceci. On reviendra sur l'affirmation du peuple béninois. Vous nous aiderez. C'est heureux de constater que ces engagements du peuple, vous l'avez avec vous. Mais avant, dites-moi, vous l'avez dit tout à l'heure, elle façonne la vie de la société, cette constitution. Avez-vous l'impression, comme certains, que le cercle de famille peine à applaudir la nouvelle constitution? Et qu'est-ce qui explique cela, d'après vous? Non, si oui. Il y a l'attachement. Et je vous ai expliqué pourquoi. Il y a cet attachement à la constitution de 90. Et donc le peuple est simplement nostalgique. Au fil des ans, oui, nous avons perdu confiance l'un à l'autre. On n'avait plus confiance. Quel que soit celui qui lève ses velléités pour modifier la Constitution, on lui prête des intentions. Une charge psychologique qui fait que, et tout de suite, il a peur, il se retourne. Il recule. Mais une Constitution, Montesquieu l'a dit, c'est la réponse aux problèmes des hommes. La Constitution. Ou bien si on va vers l'autre auteur qu'on appelle Marie, elle dit les codes des sociétés se font avec le temps. Cela veut dire que ce n'est pas statique, ça évolue. D'ailleurs, rien ne l'est. Le peuple béninois, cet attachement qu'il a à sa constitution fait qu'il est toujours resté jaloux lorsque on veut modifier cette constitution-là et qu'il n'est pas convaincu. Quand vous ne faites pas page blanche, eh bien, il s'accroche. C'est peut-être ça qui fait qu'on continue d'être nostalgique de la Constitution de 1990. Oui, ça continue de réagir, mesdames, messieurs. Une nouvelle Constitution sous les bras. Mais le peuple semble regarder toujours dans le rétroviseur. Le juriste nous dira, André Lacour, oui, le peuple béninois trop nostalgique. Il se passe quoi? Une nouvelle Constitution, mais l'unanimité manque au tout. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant d'aller loin, essayer de rappeler que nous ne sommes pas là en présence d'une nouvelle constitution. C'est toujours la constitution du 11 décembre 1990, mais modifiée. Oui. Donc c'est la même constitution, c'est la même chose, seulement qu'elle est désormais modifiée. Et quand vous prenez, permettez, une femme, c'est toujours la même femme. Jusqu'à un moment donné, nous avons décidé d'arracher sa virginité. Donc je pense que c'est ce qui a été fait. Ils ont arraché la virginité. Donc on pense que c'est une nouvelle constitution. En tout cas, le débat se fait, elle est plurielle. Le regard du juriste, oui. Non, c'est un peu cela. Non, je pense que les gens ne vont pas tirer trop dessus. On peut aller dans le fond de ce qui a été fait comme modification ou dans la démarche. Mais on ne peut pas quand même discuter ou tirailler autour de ce que nous n'avons pas changé de condition. C'est toujours la même condition, mais modifiée. Et sur le fond, est-ce que l'unanimité doit être faite? Je pense qu'il suffit tout simplement de questionner la démarche. Ce que nous avons observé en cette fin d'année de 2019, où les gens, au détour d'un dialogue politique, ont eu l'ingénieuse idée de modifier la loi fondamentale qui a été adoptée dans les circonstances que M. Anago nous a rappelées. Et donc, un peu pareil, dans ces circonstances, je crois que la démarche, elle n'est pas appropriée, la démarche, elle est un peu alambiquée. Et quand vous adoptez cette démarche, il est clair que les gens ne seront pas d'accord. Lorsqu'on a souffert pendant des années, et il l'a rappelé sous le temps de la Révolution et autres, et qu'il y a eu le bâillonnement des libertés fondamentales, et que les gens sont estimés qu'il fallait quand même définir un code qui puisse régir la société. Donc un code dont l'inobservation, bien évidemment, est sanctionnée par le pouvoir étatique. D'accord? Et que vous, du jour au lendemain, vous ne respectez plus ce parallélisme des formes, vous ne respectez plus l'esprit qui a conduit à l'adoption de cette constitution. Et je voudrais aussi rappeler que la constitution du 11 décembre, en tout cas la constitution originelle, elle a été adoptée par référendum à plus de 70%. Par référendum. Et donc, nous parlons du pouvoir constitutionnel originel. Et donc, ce que nous avons observé la fois dernière, c'est le pouvoir constitutionnel. Et c'est le constitution dérivé. Vous voyez, c'est le constitution dérivé. Et donc, ce n'est même pas la même chose. Parce que nous avons pu entendre dire de la part d'un membre du gouvernement qu'il n'y a pas de constitution qui surpasse une autre, tout et tout. Non, bon, nous n'allons pas rentrer en doctrine. Mais je rappelle tout simplement en français facile que ce que nous avons jusque-là a été adopté par référendum. Ce que nous avons jusque-là a été révisé par un parlement. Tout cela, c'est légal. Tout cela, c'est légal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut questionner la légitimité. Et je vous disais que dans la démarche, il se pose un problème. Et quand vous voyez même, et que déjà même, on a su rappeler en 2006, par exemple, que l'on ne saurait toucher même à la loi référendaire sans consensus. Là, nous parlons de loi référendaire, c'est-à-dire la loi qui porte sur l'organisation du référendum en République du Bénin. Et maintenant, on l'a étendu à la loi fondamentale qu'est la Constitution. Et que, malheureusement ou heureusement, à l'arrivée de la nouvelle équipe de la Cour constitutionnelle, nous avons, dès les premières décisions, sauté
le consensus national que nous avons érigé en un idéal politique. Vous voyez un peu, premier niveau, qui est comme un élément qui balise le terrain à une opération qui viendra plus tard. Premier niveau. Et lorsque nous l'avons fait ainsi, cela voudrait que désormais on n'a plus besoin de consensus pour aller. Est-ce que le consensus qui a prévalu à la conférence de 90, le sociologue est là, désormais devient un handicap à l'évolution de notre société? C'est ce que nous pouvons comprendre. Donc déjà, il se pose un problème, même si on vous dira qu'au niveau communautaire, il y a quand même la charte africaine, le protocole portant sur les bonnes élections, la démocratie et la gouvernance en Afrique, qui, en son article, je pense 10 ou 16 par là, fait du consensus une obligation à la charte des États. Donc, pendant que nous sommes en train, au niveau interne, en train de poser des actes qui constituent bien évidemment l'érosion du consensus, il se fait qu'au niveau supranational, il y a un test. Maintenant, on peut discuter sur la valeur normative de ce test. Donc voilà un peu. À ce niveau, dans la démarche, dans la méthodologie, il ne saurait y avoir d'unanimité. C'est une question de principe. Quand on va au fond, vous avez vu, les points qui ont été touchés, j'estime que ce sont des points qui méritent quand même un débat. Le droit à l'information, la démocratie, c'est cela. La démocratie, c'est cela. La gouvernance concertée, tout et tout. C'est vrai, je le dis, il est vrai, la Constitution doit être révisée, elle peut être révisée, elle n'est pas immuable. Il faudrait qu'on s'entende sur cela. Il ne faut pas que les Béninois croient que, parce qu'on a obtenu une Constitution il y a cela 30 ans, elle doit être modifiée. En tout cas, le débat évolue. Cela doit être modifié, même dans le contenu. On est allé créer, par exemple, on a modifié l'architecture au niveau de la présidence de la République. On a créé un poste de vice-président. C'est bon. Ou c'est mal, je ne sais pas. On a créé cela. Et on est allé, on a fait ce qu'on a appelé élection générale, élection groupée. On a cherché en tout cas le vocabulaire que nous avons voulu. C'est bon, c'est mauvais, je ne sais pas. On est allé, on a rappelé encore certaines dispositions. Il y a tellement de points clés que nous avons rappelés dans la Constitution. Et nous pensons que pour le choix opéré par le peuple béninois, pour le savoir, il suffit simplement de questionner le préambule de notre Constitution. Et quand vous prenez le préambule, vous vous rendez compte que l'on ne saurait partir sur ces genres de modifications sans essayer quand même de repartir vers le peuple. Vous allez observer que nous sommes dans une période où le chef de l'État est en train de faire un bel exercice à travers le pays. La réduction des comptes, les tournées présidentielles. Mais si nous avons pu le faire pour les tournées présidentielles, mais pour la Constitution, pour rappeler les propos du professeur Joseph Diogbenou à l'époque, il disait, citation, « Ce qui solidifie ce pays, ce qui unit le Gou et le Bariba, le Yoruba et le Nago, le Mari ou le Haïzo, c'est la Constitution. » Je ne vous dis rien, c'est sur YouTube. C'est la Constitution. Et que l'on ne saurait, je cite, l'on ne saurait toucher à une seule virgule de la loi fondamentale, de la Constitution, sans qu'il y ait de débat dans les marchés, dans les universités, dans les écoles, dans les ateliers de mécaniciens, de menuisiers et autres. J'ai cité là le professeur Joseph Diogbenou, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, actuel président de la Cour constitutionnelle du Bénin, dont la juridiction, par ailleurs, a validé la modification qui a été opérée. Donc, quand vous faites la compilation de tous ces éléments, du point de vue juridique, factuel, historique et même sociologique, vous comprenez qu'il y a un problème. Mais je veux reconnaître que, du point de vue politique, quand on regarde ce qui se passait dans notre pays, il sera difficile, en effet, pour un régime d'aller à la révision de la Constitution. Du point de vue politique. Et l'histoire est là, nous avons vu, il y a eu quand même des tentatives, n'est-ce pas? Il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Mais lorsqu'on sort de ce contexte et qu'on prend les choses normalement selon la règle, c'est un peu difficile. Et plus loin, pour finir, avant que vous ne m'arrachiez la parole, la Constitution a été faite par procédure d'urgence. Par procédure d'urgence. Ça pose un véritable problème. Ah oui. Du point de vue juridique, ça pose un problème. Pour la petite, je dirais, notion que j'ai en droit constitutionnel, c'est la première fois que je vois qu'on modifie la Constitution par procédure d'urgence. Les procédures d'urgence... C'est expliqué que c'est une innovation. Vous n'y adhérez pas? Non, je ne suis pas en train de dire que je n'y adhère pas, mais cela me pose un problème. Lequel? Parce que l'on ne saurait toucher à une loi fondamentale par procédure d'urgence. Par procédure d'urgence, on touche à la loi fondamentale d'un pays qui nécessite, comme je l'ai cité tout à l'heure, le professeur Joseph Diogbenou, un large débat, une large concertation, une large discussion. Et on nous a dit, pour la procédure d'urgence, elle est faite pour les lois ordinaires. Et c'est cela.
Et c'est vrai que parfois, on profite du silence de la loi pour faire ce qu'on fait. Et c'est là, et je vais rejoindre peut-être un sujet que les amis qui ont participé au concours des magistrats qui a eu lieu il y a seulement 24 heures, où on leur demandait si le juge n'est que la bouche de la loi. Alors, le juge n'est pas que la bouche de la loi. Et c'est l'exemple que je donne. Même si la loi se taisait sur les cas où vous pouvez exploiter la procédure d'urgence, il revient au juge constitutionnel, gardien de la Constitution, de dire la Constitution n'est pas une loi ordinaire. Et compte tenu de ce que la Constitution est la loi fondamentale qui solidifie, qui unit tout le monde, l'on ne saurait aller par procédure d'urgence. Et là, c'est l'apport du juge constitutionnel. Mais c'est cela. Nous, on s'attendait à ce que cette chirurgie puisse être opérée par le juge constitutionnel. Malheureusement, cela n'a pas été opéré. Mais je dis et je répète que la Constitution, elle n'est pas humiliable. Elle n'est pas humiliable, elle est modifiable et elle répond aux besoins de société. Merci à André Alelacon. Beaucoup d'éléments évoqués. Je suis tenté de commencer par un aspect qu'il a évoqué qui revient souvent. Le consensus qui aujourd'hui n'est plus un fait, disons-le. Est-ce que le fait de l'avoir adopté hier a été un handicap pour l'essor économique du Bénin ou question simplement de développement pour qu'aujourd'hui, qu'on n'en fasse plus une priorité? Ouais, rappelez-vous dans quelles conditions aussi on a sorti que le consensus devient un principe de... Nous sommes en démocratie. Et en démocratie, les idées s'affrontent et s'opposent. Et le consensus était venu pour dire, malgré cette opposition, vous devez à chaque fois vous arranger pour vous entendre autour de l'essentiel. C'est ça, le consensus. J'ai entendu mon vis-à-vis dire que, bon, mais il devait avoir débat. Il a rappelé le professeur Djogwenou qui a dit qu'il faut passer dans les marchés. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes les spécialistes du droit. Est-ce que j'ai craint aux juristes souvent, c'est qu'ils sont capables de démontrer un truc et son contraire. Ils sont spécialistes de ça. Et parfois, nous, en sociologie, on dit que c'est des gens qui nous embrouillent. C'est des gens qui nous embrouillent. Pour ça, vous êtes embrouillé par le professeur Djogwenou? Non, oui, je voudrais dire quelque chose. Vous embrouillez à un moment donné? Non, ça vous dit que lui, il a défendu ça et que quelqu'un d'autre pourrait dire non. Non, ce que je dis, les constitutions se modifient tout le temps. Non, sur le cas, tout le monde est d'accord. Visiblement, même les Béninois, on les a entendus dire. C'est la méthode je vais aborder la procédure. Okay. Il a parlé de la loi référendaire qui définit les conditions dans lesquelles il faut aller à un référendum. C'est toujours aussi la loi qui prévoit que la modification de la Constitution peut partir aussi de l'initiative des législateurs. Oui. D'accord? Donc, que ça soit l'autre manière ou l'autre, on aboutit à la modification de la Constitution. Et pour les exemples qu'on vit, moi, je pense qu'il est arrivé parfois des polémiques comme ça en France, où d'autres pensent qu'il faut aller faire un référendum, et d'autres pensent que le Parlement et le Congrès, ou bien le Sénat, pouvaient procéder valablement à la modification de la Constitution. À partir du moment où les législateurs sont des représentants du peuple, une émanation du peuple, et le peuple leur a confié une responsabilité que eux aussi, ils peuvent faire. D'accord? Donc, dit que on peut aller par un peu essayer de dire, avant de modifier la Constitution, il faut faire les débats dans les marchés, il faut faire les débats dans les taxis, il faut faire les débats à l'université, un peu partout. Certes, c'est l'idéal peut-être. C'est la même Constitution qui veut ça. C'est la même Constitution qui a parlé de référendum. Je laisse à Alelacon de dire dans quelles conditions il faut aller au référendum et dans quelles conditions aussi on peut modifier la Constitution. Ce que je sais, et c'est en cela que quelqu'un me dirait que la Constitution du Bénin a beaucoup d'expérience. Pourquoi? À tout moment, on a essayé de la modifier. Des commissions, sur des commissions. La dernière fois que je me rappelle, c'est la commission à laquelle a participé le professeur Joël Aïvo, par exemple. D'accord? Dirigé par le professeur Joseph Domo. Oui, justement. Donc, les deux, enfin, l'ensemble là, a proposé un test, a remis aux politiques. Mais ce qu'ils ont commencé par dénoncer après, ce qu'ils ont dit, certains éléments sont venus s'ajouter au rapport que nous on a déposé. Ce n'est pas exactement le même rapport. Mais on ne peut pas oublier aussi que le politique a sa volonté en ce qui concerne l'organisation de la vie sociale.
et que peut-être, en temps, le politique a essayé d'influencer. Alors, ces différentes tentatives de modification, certainement que si une a échoué, c'est qu'il manque des choses qu'il faut ajouter au second. Et d'autres se sont inspirés de l'expérience des autres pour pouvoir en arriver. Et donc, je me dis, la modification de 2019 devait être l'aboutissement de toutes les tentatives passées et qui sont arrivées là. Est-ce qu'il en est? Oui, mais il y a eu quand même un débat. Moi, je pense que, rappelez-vous, on avait appelé une conférence, je pense que ça a duré un jour ou 2 jours, pour pouvoir s'entendre sur les éléments qu'on peut modifier dans la Constitution. Est-ce que cette entente-là a été respectée? Je pense qu'il faut questionner les acteurs. Vous avez suivi, comme tout le monde. Non, j'ai suivi. Vous savez aussi, c'est ça la démocratie aussi. La démocratie, il a dit, en 90, le référendum a donné près de 70%. Cela veut dire qu'il y avait encore 30% qui contestaient la légitimité de cette constitution-là. Mais c'est la loi de la démocratie que c'est la majorité qui l'emporte. D'accord? Et peut-être lorsqu'ils se sont retrouvés au palais des congrès, pour réfléchir sur les moyens de modifier la constitution, les articles qu'il faut toucher, peut-être aussi que la majorité l'a emporté en ce moment-là. Cela veut dire que le texte que nous avons aujourd'hui, dans ce regroupement, c'est la majorité qui a peut-être imposé. Je suppose, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, l'arrivée, la modification de la Constitution en 2019 devrait être la conséquence de tout ce qui a été dit auparavant et qui arrive à un aboutissement. Et j'ai posé la question, oui, là-dessus. Si vous devez être péremptoire, que diriez-vous? Est-ce qu'on y est arrivé? Oui, même si ce n'est pas parfait. Ok, on y est arrivé. Ça dit, enfin, on sait que notre constitution est modifiable et qu'on peut la modifier, enfin. Et donc, on peut applaudir le résultat sur le terrain? Tu vois, lorsque tu fais un exercice, j'ai la responsabilité de t'encourager sur les bons points et de te récriminer sur les mauvais points. Et là... Les Béninois qui ont eu la constitution de 90 sont toujours les mêmes qui vont vivre et qui vivent déjà la constitution de 2019. Et comme il a dit, on n'a pas changé de constitution. On n'est pas rentré dans une nouvelle constitution. Nous sommes toujours dans le prolongement. La constitution originelle est celle de 90. Vous voyez, c'est lié à la vie de l'homme. Et la vie de l'homme n'est pas statique. La vie d'un peuple n'est pas statique. Elle évolue tout le temps. Vous savez, on dit souvent que la constitution américaine elle a plus de 200 ans. C'est bien cela. Mais lors des élections présidentielles passées en Amérique, vous vous rappelez qu'il y en a encore qui pensent qu'il faut modifier des choses. Par exemple, le vote par correspondance. C'est des trucs qu'il faut modifier. Donc, la constitution, on ne finit jamais, on ne finira jamais d'ailleurs de la modifier tant que la vie de l'homme serait une succession d'événements qui lui permet d'évoluer. Donc, on peut toujours discuter, et c'est ce qu'il a dit, sur la méthodologie, sur la manière d'y aller. Mais toujours est-il qu'il a dit, nous avons une constitution qui continue de jouer son rôle. C'est-à-dire gérer les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs et les autres pouvoirs qui arrivent et essayer de réglementer la vie. Oui, modification de la Constitution du 11 décembre, mesdames, messieurs, le peuple béninois floué. C'est bien le thème qui nous réunit ce jour-ci. Avec nos invités en plateau, nous faisons l'exercice. Apprécions donc ensemble alors le pacte social. Parlons du pacte social. Oui. Le premier as, si vous voulez bien nous le rappeler, nous, peuple béninois, c'était la citation. Le premier as, avec vous? Le premier as, on disait que nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Qu'est-ce que vous en dites? Mettons-nous dedans. Allons-y. C'est des mots dont le peuple estime avoir souffert pendant le régime massiste. C'est des mots dont le peuple semble avoir souffert. Et donc, on réaffirme là que ces éléments, ces faits, ne doivent plus revenir au sein du peuple béninois. C'est l'engagement fondamental, c'est l'engagement ferme. Et je pense que ces éléments se retrouvent toujours dans la nouvelle constitution, que je n'ai pas lu de bout en bout, mais que certainement, et Adela qu'on va me rectifier si ce n'était pas le cas, c'est
une manifestation d'un volontarisme fort du peuple béninois. Manifestation de volontarisme, volontarisme fort pour dire que la dictature ne doit plus revenir, l'injustice plus jamais, la corruption, l'arbitraire. Nous avons vécu de ça. On ne veut plus de ça. Et c'est ça qui a fait qu'on a mis ça dès les premières phrases de la Constitution. On a mis ça. Et nous devons rester attachés à ça. Merci beaucoup. Réaction d'André Alé-Lacour par rapport à ces tasses d'engagement. Ouais, je pense que, comme il l'a dit, nous l'avons dit, la Constitution, elle répond quand même à une histoire, elle répond à une sociologie, et puis elle est porteuse de nos espérances. Alors, si nous considérons que nous avons vécu un passé assez lugubre et qu'il nous fallait vivre un présent un peu plus meilleur et maintenant envisager un avenir radieux, il était important qu'on puisse éviter quand même la concussion, le pouvoir personnel, la corruption et autres. Mais il faut dire que ces mots, en effet, sont en train d'être traités de façon assez asymptotique. C'est-à-dire? Et nous essayons juste de tendre vers l'idéal qu'on aurait souhaité parce que, vous savez, la corruption, elle n'est pas au taux zéro. Et je ne sais même pas s'il existe un État au monde où la corruption est au taux zéro. Ailleurs, on l'appelle l'Aubin, il paraît. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu difficile. Et maintenant, le régionalisme. Et lorsque vous prenez déjà dès l'adoption de la Constitution et que nous avons vu les régimes se succéder, je pense que chacun de nous a une idée de comment le pays s'est géré jusque-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020, n'est-ce pas? On est en train de sortir la tête de l'eau. Donc, non, je pense que les choses évoluent. Les choses évoluent, ce n'est pas le régionalisme. En tout cas, nous essayons un peu de combattre, un peu cela évolue. Maintenant, le pouvoir personnel, c'est là où beaucoup de choses sont discutables. Donc, chacun apprécie en fonction de là où il est. De votre position de juriste, comment vous l'observez-vous? Non, il est difficile parce que je ne pouvais pas faire d'appréciation sans avoir des éléments sur lesquels je peux me baser. S'il n'y a pas de référence, et il serait difficile, je donnerais juste un avis qui serait un avis strictement personnel. Et sur un plateau, je ne me hasarde pas à faire ces genres d'exercices. Mais s'il y a des rapports, par exemple, s'il y a des données que nous pouvons exploiter, pour l'instant, il n'y en a pas. À ma connaissance, non. Okay. À ma connaissance, non. Mais on peut apprécier comme ça dans nos chambres et chacun a son idée. Et donc, je pense que ce sont des éléments, en tout cas, très importants qui sont mis dans la Constitution et déjà dès le préambule. Et c'est cela. Nous, par exemple, quand nous voulons parler, quand nous voulons faire des requêtes, nous démarrons par le préambule. Le préambule nous permet de dire à l'autre qui ne sait pas, par exemple, ce que dit réellement l'article 10 ou 26 ou 25, le contexte dans lequel cela a été adopté. Ce qui a amené les pères fondateurs à penser quand même à cette disposition. Donc nous sommes partis de quelque part. Et déjà, je pense que même si après on ne rentre pas dans le corps et qu'on se limitait même au préambule et que nous étions des gens quand même un peu droits, je pense que le préambule de notre constitution nous permet déjà largement et de réguler beaucoup de choses dans notre pays. Le second axe d'engagement, oui, on dit que nous exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui fut naguère les nôtres. Si vous devez commenter. Je vous l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, les droits de l'homme. Ça revient. Mais ça revient. Mais vous voyez, on vous parle de pionnier de la démocratie et la défense des droits de l'homme. Je vous l'ai dit que le Bénin est quand même juste... Bon, a été en tout cas... Oui, le Bénin a été un exemple de démocratie. Il l'est plus. Avec peut-être d'autres pays également de l'Afrique noire. Je ne sais pas si nous le sommes encore, mais je pense qu'au regard des rapports, nous pouvons accepter, reconnaître que la démocratie au Bénin est en train de prendre des coups durs. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Lorsque vous observez... Nous restons au Bénin pour l'instant. Lorsque vous observez, vous comprenez que non, il faut faire parfois une analyse holistique pour que les gens ne croient pas que nous sommes là en train de parler uniquement du Bénin. Lorsque vous êtes dans une analyse holistique qui sort même des frontières de notre pays, vous constatez qu'il y a assez de pays, même dans la sous-région, qui sont en train de traverser ce que quelqu'un a appelé la crise des démocraties. C'est ça. La crise des démocraties. Et je pense que quand on revisite aussi l'histoire, on verra que même la France a traversé cette crise autour des années 2000-2002. Et c'est pour vous dire que nous comprenons que c'est des choses qui arrivent dans le processus, dans le vécu d'un État. Vous voyez un peu. Mais pour ce qui nous concerne, nous pouvons le dire, ne pas reconnaître que le Bénin est à un tournant de sa démocratie et c'est pratiquer ce que d'aucuns appellent la politique de l'autruche. Nous sommes à un tournant de notre démocratie. Notre démocratie est en train de recevoir des coups durs et peut-être que cela nous permettra de revenir encore de plus requinquer. C'est ce que nous souhaitons. Mais reconnaissons qu'à présent, alors nous parlons,
nous sommes dans une situation pas trop confortable en ce qui concerne la démocratie. Peut-être que ce qui est en train de se faire, c'est le bon chemin. Peut-être nous pensons que l'histoire ou l'avenir saura situer les responsabilités. Mais pour le moment, nous pensons de notre position que ce qui est en train de faire est quand même à l'antipode du respect des droits humains tel que nous l'aurions souhaité et tel que le Bénin quand même l'aurait souhaité. Et je voudrais finir pour revenir sur un propos de M. Anagonou tout à l'heure. Il a dit que la Constitution a été révisée par les parlementaires, cela est prévu par la Constitution, tout et tout. Je l'ai dit, c'est vrai. Je l'ai dit, j'ai dit les deux. Il y a eu le référendum pour ce que nous avons fait en 90 et maintenant pour 2019, c'est par la voie parlementaire. Et c'est lorsque cette voie échoue que nous allons au référendum. Donc nous ne pouvons pas extrapoler. Mais juste que je voudrais qu'on rappelle un peu le contexte, l'histoire, pour qu'on sache qui a fait quoi. Et vous savez, j'ai pu suivre quelqu'un sur ce plateau même de Sika TV, vers la fin de l'année 2019, qui disait qu'il y a eu un parlement qui n'est pas quand même légitime à opérer et que on aurait dû attendre. Donc je pense que celui qui l'a dit, vous le connaissez, il est aujourd'hui, il est au gouvernement. Il a dit ici, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, maître donc pas dans sa posture de maître, dans sa posture d'homme politique. Il faut nuancer. Vous avez dit que les juristes vous embrouillent. On ne vous embrouille pas. Je le dis ici. J'ai toujours compris. Non, c'est la position. Je vous le dis. C'est la position. Au Parlement britannique, on dit what you say depend on where you sit. Donc, c'est la position qui détermine ce que les gens disent. Je vous ai dit, un ministre a dit ici, sur ce même plateau, qu'on ne saurait le faire. Et il a même dit que, quelle que soit, je cite, la sympathie que je voue au président de la Cour constitutionnelle, il n'est pas bien signant qu'il soit président de la Cour constitutionnelle parce que, après avoir été avocat personnel et ministre garde des Sceaux du président en exercice. Fin de citation. C'est sur ce plateau qu'il a dit. Et là, il n'était pas encore au gouvernement. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement. Quand il le disait, il était technicien de droit. Est-ce que vous voyez? Il était technicien de droit. Mais maintenant, il est au gouvernement. Donc, il faut comprendre que dans sa posture actuelle, il a une seule obligation, c'est celle de défendre la politique du gouvernement. Et ne peut pas dire le contraire. C'est pour cela qu'il faut comprendre que nous, on est ici, nous sommes dans une position purement technique et on apprécie et donc on dit ce qu'on doit dire, on ne vous embrouille pas. Monsieur André Aldelakou, oui, ils sont nombreux à se poser cette question. Merci peut-être pour l'éclairage, mais dites, politique et technicité ne riment-ils pas? Oh, vous savez, la politique, comme le disent certains et comme je l'ai lu, a ses méandres. Moi, je n'ai pas pratiqué, je ne suis pas politicien, je ne fais pas partie d'un parti politique, je ne l'ai jamais été. Peut-être que ça viendra dans je ne sais combien d'années, je ne peux pas savoir. Mais, lorsque vous êtes technique, vous êtes libre de toute force étrangère. C'est ça. Les questions de conviction politique, philosophique, religieuse et consorts n'interfèrent pas dans la science. Mais lorsque vous devenez politique, mais c'est quelqu'un qui vous a nommé. C'est vrai que vous travaillez pour la République. Mais c'est quelqu'un qui vous a nommé et vous a donné un cahier de charge. Alors, à vous, techniciens, d'apprécier si cela vous arrange et si cela est conforme à vos convictions. Si vous estimez que cela est conforme à vos convictions, ben vous prenez et vous y allez. Mais le problème, ce que nous nous disons, en fait, c'est que lorsque les gens parlent, nous voudrions que, c'est peut-être valable pour nous aussi dans les prochaines années, mais nous voudrions que nos compatriotes puissent voir de quelle position l'intéressé parle. Pour ne pas nous dire que c'est un avocat, un professeur d'université, un juriste qui parle. Non, même les professeurs d'université, on peut les excuser. Parce que ça dépend, le sociologue est là, il pourra vous le dire, c'est leur matière. Ça dépend de là où l'on est. Ne venez pas demander à un professeur qui, par exemple, appartient à un gouvernement, ou bien qui est plus ou moins proche d'un gouvernement, ou qui est plus ou moins proche de l'opposition, ou qui est un opposant, de venir faire de la technicité sur une question de droit. Impossible. Impossible. Qu'il soit opposant ou mouvancier, ça je le dis. Qu'il soit opposant ou mouvancier, il ne fera pas de la technicité. Donc, quand vous voyez des enseignants ou des techniciens de droit, qu'ils soient de l'opposition et qu'ils parlent, à vous de faire attention. Quand ils sont de la mouvance, quand ils parlent, à vous de faire attention. Parce que les principes sont clairs, à vous de convoquer les instruments et la doctrine, tout ce que vous avez, pour voir est-ce que ce qu'il dit, en fait, cadre avec les règles de droit. Est-ce que ce qu'il dit rime avec la doctrine? Et vous voyez que, généralement, pour quand ils sont de l'opposition ou de la mouvance, ils ont du mal quand même à pouvoir étayer ce qu'ils disent avec des arguments juridiques. Mais, quand vous n'êtes pas
du domaine. Alors, du pain sur la planche pour ceux qui ne sont pas de droit. Décidément, on a encore du chemin à faire en Afrique. Oui, monsieur Anagono. Sur le second axe, qui est un engagement pas des moindres, le politique redient quoi? Ou bien c'est le technicien et le politique à la fois? C'est, comme il a dit, nous devons tendre vers la perfection. Okay. Nous devons toujours chercher à faire mieux. Et c'est pourquoi il disait, dans cette constitution de 1990, il y a des éléments forts qui traduisent la volonté du peuple béninois et qui est partie de son histoire. Il a dit tout à l'heure que ce que vous dites dépend de la position que vous déterminez. Et c'est comme ça que je lutte dans ma vie. Et je le disais à quelqu'un, vous imaginez un peu, moi qui parfois j'ai dormi dans la brousse, en 80, très jeune, et c'était pour réussir à fermer les collèges pendant que nos professeurs étaient en grève pour que le bouleversement puisse arriver. Nous avons travaillé pour ça. Quand nous étions sortis de ça, en 90, quand la démocratie est arrivée, que le nouveau gouvernement est arrivé, nous étions déjà à l'université, nous avons été les opposants tout le temps. Et nous nous appelions que nous sommes les défenseurs de la démocratie. Parce que ce que nous avons vécu avant que ça n'arrive, il n'était pas question pour nous de laisser quelqu'un marcher sur cette volonté manifestée dans le second axe de notre Constitution. Ça, ce que moi je défends, c'est cette constitution-là. Je ne défends pas un homme, je ne défends pas... Et si cette difficulté que vous avez, dubitative que vous avez au niveau des juristes, je suis encore content d'être sociologue. Parce que le sociologue, la science nous impose de considérer le fait tel qu'il est. C'est en ce moment que vous construisez le fait, vous allez le rendre intelligible et nos pères fondateurs nous ont exigé cela. Donc, je ne devrais pas en train d'analyser le fait social et que ma position d'éteindre là-dessus, ce ne serait pas bien. C'est ça, nous avons les difficultés que nous avons parfois. C'est l'observation que nous appelons l'observation participante. Je suis avec vous, je suis dans le groupe. Et il faudrait que j'analyse objectivement les faits du groupe alors que je suis partie prenante. Nous, c'est notre difficulté et nous devons surpasser cela. Ceci dit, j'aime bien aussi dans ça, les journalistes, ils ont un rôle clé. Ils ont un rôle clé. J'aime bien suivre les débats sur les chaînes internationales. Lorsque tu as déclaré quelque chose hier et que tu te retrouves sur le plateau, tu dis aux choses, les journalistes aiment bien vous dire, en telle année, vous avez déclaré ceci, écoutons. Et ça vous confond. Ça confond, ça permet à l'homme de faire attention à ce qu'il est en train de dire. Surtout ceux qui nous dirigent. Il ne faut pas qu'ils changent. Il ne faut pas qu'ils changent. Je suis vraiment au regret si, par exemple, le ministre de la Communication a dit des choses et qu'aujourd'hui, c'est aussi ça. Par exemple, les gens disent, oui, ceux qui ont fait mercredi rouge dans ce pays nous interdisent de faire de mercredi rouge. Tu l'as dit, c'est peut-être la politique qui fait. Mais j'appelle souvent l'homme à rester droit dans ses bottes et à pouvoir avoir sa conviction. Et tu le dis, parce que ceux-là, ces acteurs-là, vous les appelez sur le plateau aujourd'hui, ils vont chercher, ils vont défendre leur position. Ils vont dire pourquoi ils sont devenus comme ça. Et je l'avais dit à Adelakoun la dernière fois, je suis très content de le recevoir, de le retrouver. J'aimerais bien te retrouver d'autres fois aussi. Et donc tu reviens à ce que j'ai dit la dernière fois pour dire, lorsque on vous passe au pouvoir, eh bien, lorsque vous rentrez dans la politique, vous changez souvent de langage. Vous changez de langage parce qu'il y a le code au niveau du gouvernement. Il y a le code que tout le monde doit adopter. Et ce code-là vous exige un certain nombre de comportements, un certain nombre de déclarations. Il y a quelqu'un qui a dit, une fois en France, il dit, et je pense que, ouais, c'est la dame là, j'oublie un peu son nom, il dit, un ministre, ça la ferme ou ça quitte. Okay. C'est le principe de la politique, ça. Vous restez dedans et vous continuez, vous faites comme, mais si vous voulez contester, vous sortez. Je pense qu'il y a aussi parfois que ça arrive au Bénin. Quand Azana voulait contester, il est sorti. Lorsque l'on prend du recul pour un peu apprécier ce que nous faisons, est-ce qu'on peut dire, dans cette marche en lien avec le pacte social, que le peuple béninois a été floué? Et ça va être ensuite... Non, justement, le peuple béninois n'a pas été floué. N'a pas été floué. Le peuple a désigné des gens qui devraient parler en son nom et ils ont parlé et on a dit tout à l'heure que ça se passe comme ça, un peu partout. Et si j'aime bien, c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça entre Adelakoun et moi, mais j'aime bien quand il voit la réalité en face. Il dit, dans la vie d'une personne, il y a des moments de turbulence.
Et c'est lorsque vous arrivez à traverser la tempête que vous prenez la qualité d'homme et vous prenez d'expérience. Et il dit, ce qui se passe avec la situation que nous traversons aujourd'hui, peut-être c'est la bonne, peut-être c'est la mauvaise, mais que la conviction est que nous devons aller de l'avant, tendre vers la perfection. La constitution béninoise, elle est collée à la vie du peuple béninois et la vie sociale n'est pas statique. Donc elle doit évoluer. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que notre constitution essaie de s'adapter un peu à la vie que nous traversons aujourd'hui. D'autres ont essayé de modifier la constitution, ils n'ont pas pu. Il y a une équipe qui a réussi, tant bien que mal, à modifier la constitution. Je l'ai dit, j'ai vu le professeur Diogbenou en train de prendre son pardon de pèlerin pour dire qu'il a l'ambition de diriger le pays. Que se passera-t-il? Un constitutionnel exceptionnel qui prenne la tête de notre pays. Nous viendrons encore, comme tu l'as dit. Joseph Diogbenou, vous dites? Non, et Joël Aïvor. Okay. Joël Aïvor. On reviendra ici pour que Adelakou me dise, est-ce qu'aujourd'hui, homme politique et dirigeant de l'État béninois, est-ce qu'en temps il a changé de vocabulaire? Vous dites, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous le voyez déjà dans le fauteuil présidentiel? Non, mais tout est possible. Tout est possible. Tout est Merci possible, beaucoup pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Oui, sur la question, la grosse interrogation, peut-on dire que le peuple est floué ou pas? Oh, je pense que déjà, on peut quand même être d'accord que le peuple a été ignoré. Le peuple a été ignoré, même si par le jeu... Donc on devait aller au référendum? Non. Même si par le jeu de la démocratie représentative, le peuple a parlé. Oui. La démocratie représentative, mais c'est peut-être aussi une des limites de la démocratie représentative. Mais le peuple a été ignoré en ce sens que le droit à l'information a été quand même complètement saccagé. Les gens se sont réveillés le lendemain, on peut le dire. C'est une opération notamment orchestrée. Les gens se sont réveillés le lendemain pour constater qu'il y a une modification. Maintenant, est-ce que le peuple a été floué? Je pense que quand on regarde, par exemple, la disposition qui prolonge le mandat du président actuel de 45 jours, nous pouvons considérer que le peuple a été floué. Parce que, au départ, à l'élection du président de la République qui est là, M. Patrice Talon, il n'a pas été dit que vous allez faire 5 ans plus 45 jours. C'est chemin faisant, à la faveur de cette révision, que nous avons ajouté 45 jours. Bien évidemment, on a compris que c'est pour des raisons données. Mais le peuple ne vous a pas donné un mandat de 5 ans plus 45 jours. Le peuple a été floué. Maintenant, le peuple, sur les autres points, nous aurons le temps de constater, lorsque nous aurons expérimenté les points qui ont été modifiés, nous serons encore là pour revenir maintenant pour apprécier dans sa globalité. Donc voilà un peu ce que je peux dire et souhaiter que nos dirigeants puissent davantage respecter les droits humains. Et nous sommes là pour ça en tout cas. Merci pour la veille permanente, André Adelakou. Merci également à vous, Alain Gonou, pour toute cette disponibilité. Chers téléspectateurs, c'est chaque fois que le besoin vous prend, c'est sans condition aucune. Toutes les voix comptent pour le redressement du Bénin. 100% Bénin pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie. Cette citation demandée par d'aucuns, puisqu'on est là pour vous servir. Pierre-Claude Victor Bolst, je le cite à nouveau. Le vice, dit-il, a beau se cacher dans l'obscurité, son empreinte est sur le front des coupables. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.